Une centaine de souscripteurs issus de la diaspora ivoirienne et une dizaine de Français ont manifesté ce dimanche 12 mars 2017 à Paris, place de la République, pour, disent-ils, dénoncer ce qu'ils qualifient de fuite en avant du gouvernement ivoirien dans l'affaire agrobusiness. Notons que ce mouvement est le prolongement des récentes manifestations des souscripteurs en Côte d'Ivoire. Et pour Serifou Ahmed, secrétaire général du syndicat, les investisseurs de l'agrobusiness continueront d'occuper la rue et toutes les autres plateformes de communication jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée, celle du remboursement de la totalité de leurs revenus sur investissement. Le SIAPSI, le syndicat des investisseurs indépendants de l'agrobusiness en Côte d'Ivoire. Je suis Serifou Ahmed Tidiane. Alors, le syndicat, le SIAPSI, est un syndicat qui est né sur la base de certaines idées. Et ces idées-là, nous les avons eues, on va dire, depuis milieu 2016, lorsque nous avons constaté quelques mauvaises organisations de certaines sociétés d'agrobusiness. Et donc nous avons décidé de mettre en place un syndicat capable de faire des propositions pertinentes aux sociétés d'agrobusiness et aussi capable de déterminer avec force les sociétés d'agrobusiness. Et donc ce syndicat, on l'a mis en place dans un premier temps sur la base de ce qu'on appelait un baromètre, qui est le BAPSI, le baromètre de l'agrobusiness en Côte d'Ivoire. Et ce baromètre-là, justement, permettait en fait d'identifier les sociétés les plus crédibles et faire un classement. Et à partir de ce classement-là, conseiller les investisseurs indépendants vers les plus crédibles et aussi dire aux sociétés, ben voilà, améliorez-vous si vous souhaitez faire partie des plus crédibles et donc avoir des clients. Donc ça c'était ça l'idée principale qui a conduit à la naissance en fait du syndicat. Et donc on a mis en place le syndicat, on l'a mis en place en Côte d'Ivoire dans un premier temps et on a commencé à exercer. Bon, on n'a pas pu se concentrer sur nos objectifs principaux parce qu'on est tombé à plein pied dans cette crise-là, qui est en fait une crise même de l'existence du secteur d'activité. Donc nous nous battons dans ce cadre-là. Et parallèlement à l'existence du syndicat, aussi bien en Côte d'Ivoire, ben, nous avons mis en place un bureau en France, donc qui a commencé à rentrer en action et qui mène des actions. Nous avons aussi des sections que nous mettrons en place un peu partout dans le monde. Ce qu'il faut comprendre au niveau de l'organisation du syndicat, on a deux bureaux nationaux. Il y a le bureau national de Côte d'Ivoire qui, lui, va gérer toutes les sections en Côte d'Ivoire. Et il y a le bureau national de France qui, lui, va s'occuper de toutes les sections à l'international. Donc, le bureau national de France a déjà mis en place la section du Canada, a mis en place la section d'Italie, on a mis en place la section d'Allemagne, on est en train de mettre en place la section de la Grande-Bretagne et ainsi de suite en Belgique et dans d'autres pays. Donc on va effectuer ces déploiements-là et au fur et à mesure que nous effectuons le déploiement du syndicat, nous structurons, nous organisons les investisseurs indépendants pour mener le combat qui est un combat médiatique, populaire et juridique. Donc le combat juridique, nous allons le mener. Nous allons le mener contre l'État parce que nous allons porter plainte contre l'État ivoirien partout dans le monde où nous sommes et ces plaintes-là vont se concentrer et il y aura un procès contre l'État ivoirien tôt ou tard. Donc voilà ce que je pouvais vous dire en ce qui concerne la naissance du syndicat, son organisation et les différentes actions que nous envisageons de mettre en place. Après aujourd'hui, c'est quoi la prochaine étape? Alors après aujourd'hui, nous sommes toujours dans les manifestations populaires. Donc nous avons fait cette manifestation-là aujourd'hui. Alors après aujourd'hui, justement, notre président de la République est en France. Et donc nous sommes en train de réfléchir activement sur les possibilités de nous faire entendre par le président de la République, parce qu'il est en France, et nous aussi. Donc nous avons d'ailleurs adressé un courrier au président de la République. Nous ne savons pas si ce courrier est arrivé dans le cadre d'une audience. Alors une audience serait la meilleure, que le président de la République nous reçoive et que nous puissions lui exposer de vive voix la réalité de la chose, parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous estimons que le président de la République n'a pas la bonne version des faits. Mais s'il advenait que nous n'arrivions pas à avoir une audience avec le président de la République, nous n'aurons pas d'autre choix que de nous faire entendre par des actions populaires qui risquent de porter atteinte à l'image de la Côte d'Ivoire, comme nous le faisons aujourd'hui et comme nous l'avons fait au Salon de l'Agriculture et comme nous continuerons à le faire tant que cette situation restera bloquée. Donc les actions à venir, c'est des actions populaires, des actions médiatiques. Nous envisageons nous inviter auprès du président de la République, là où il sera. Nous aussi, on va écrire
à la présidence française, à François Hollande, pour lui expliquer la situation. Les actions continueront. Nous sommes en train de structurer l'action juridique. Voilà, nos actions se déclinent sur 3 axes, comme je le dis, médiatique, populaire et juridique. Et voilà, on les décline au fur et à mesure que nous avançons. À Abidjan, il y a d'autres actions que nous allons mettre en place. Mais il y a une chose importante que nous souhaitons signaler. La chose importante que nous souhaitons signaler, c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, pour l'instant, nous avons mis en place des manifestations pacifiques. Et à chaque fois que nous avons mis des manifestations pacifiques, le gouvernement, ou du moins la police ivoirienne, a empêché ces manifestations pacifiques-là. Pas plus tard que hier, ce n'était pas le CFC, mais c'était l'ASM, une association des sociétés de Monévéa, qui faisait une conférence de presse dans un local privé, et nous ne voyons pas en quoi est-ce qu'une conférence de presse pourrait gêner l'ordre public. Nous ne voyons pas en quoi est-ce qu'une conférence de presse pourrait apporter atteinte aux autorités ivoiriennes. Donc nous décrions déjà cette répression de la liberté d'expression, mais aussi lorsque nous organisons des manifestations, à chaque fois ces manifestations se terminent dans la violence, et une violence qui est occasionnée par les forces de l'ordre. Quand nous observons hier ce qui s'est passé, pendant que les forces de l'ordre discutaient tranquillement avec les manifestants, ce sont les forces de l'ordre qui ont déclenché lacrymogène. Alors, à force de pousser le peuple à bout, à force de bâillonner le peuple, ils vont amener les gens à réagir dans la violence, ce que nous ne souhaitons. Pourtant, le gouvernement avait donné la certitude de vous régler, rembourser d'ici le 15 mars. Pourquoi ne vous ne passez pas? Le problème en ce qui concerne les remboursements, ne soyons pas dupes. Ne soyons pas dupes de l'affaire. Le gouvernement ivoirien, nous lui avons proposé plusieurs solutions. Si le gouvernement ivoirien veut nous rembourser, qu'il le fasse. Mais qu'on ne nous dise pas qu'on va nous rembourser nos capitaux sur la base de ce qui est disponible. Ce qu'ils disent être disponible sur les comptes des sociétés, c'est les comptes des sociétés. Les sociétés contestent en fait ces montants qui sont avancés par le gouvernement. Donc les sociétés nous disent être capables de nous payer nos retours sur investissement, et le gouvernement nous propose, parallèlement à cela, à côté, le gouvernement nous propose le tiers de nos investissements. Ceci ne peut pas être accepté. Comment voulez-vous qu'un investisseur qui a mis de l'argent, certains qui ont pris des prêts, et qu'on vienne leur dire un an après qu'on va leur rembourser le tiers de leur investissement? Les 2 tiers, comment vont-ils s'arranger pour rembourser ça? Donc c'est pas possible. Cette action de remboursement du gouvernement n'est rien d'autre qu'une action de destruction des investissements. Donc le gouvernement, la solution qui est proposée par le gouvernement n'en est pas une. Donc quand on n'a pas de solution à un problème, on ne s'invite pas dans ce problème-là. Si le gouvernement n'est pas capable de rembourser l'intégralité des retours sur investissement de tous les investisseurs, alors qu'il est susceptible de le faire. Pourquoi est-ce que les directeurs de Sony ne se plaignent pas, ne manifestent pas, et que c'est vous les investisseurs qui manifestez? Alors, cette réponse se trouve dans l'élément que je viens d'aborder auparavant. Déjà, nous, citoyens, nous, peuples, qui souhaitons tout simplement exprimer notre mécontentement par rapport à la situation, vous voyez comment est-ce que ces manifestations sont réprimées. Alors, les sociétés, les dirigeants de sociétés aujourd'hui qui sont traqués par le gouvernement, des dirigeants de sociétés aujourd'hui contre lesquels on mène des mandats d'arrêt internationaux, des dirigeants de sociétés qu'on essaie de bâillonner par tous les moyens, comment voulez-vous qu'ils se défendent? On reproche aux dirigeants de société de ne pas se défendre, mais c'est parce que le gouvernement en Côte d'Ivoire aujourd'hui se comporte comme un gouvernement de dictateur. Le gouvernement ne leur laisse aucun choix. Je vous prends un exemple très simple. Il y a eu un débat à la télévision nationale où il y a eu un président de syndicat des sociétés d'agrobusiness, qui est président de syndicat déclaré reconnu, qui est allé défendre l'intérêt des sociétés. Mais à la sortie de ce débat-là, elle a été mise aux arrêts en garde à vue pendant 48 heures. Pour quelles raisons? Tout ça, c'est de l'intimidation. Ouvrons les yeux. Aujourd'hui, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ce n'est pas de la justice. On ne permet pas aux sociétés d'agrobusiness de se défendre. Mais à Paris, il n'y avait pas que les Ivoiriens dans la rue. Avec les dirigeants des sociétés, mais ne me demandez pas si je suis en contact avec M. Yapi, je vous dirai non, même si je le sais. Donc voilà, je ne sais pas où est M. Yapi, je ne vous dirai pas où il est. Qui se trouve maintenant dans la pauvreté. J'estime que c'est scandaleux que le président, pour gagner ses élections, a donné
de la nourriture, à donner des voitures, à donner des ambitions au peuple pour appâter le peuple. Mais le peuple s'est trompé. Le peuple s'est trompé. Ce que je trouve scandaleux encore, c'est que vu ce qui se passe concernant Agrobusiness, il y a eu des gens qu'on a assommés et qu'on a fait des trous et qu'on les a brûlés vifs. On nous a renvoyé des photos ici en France. Comme nous avons aussi des gens qu'on les assomme pour les tuer. Au lieu de lever la Côte d'Ivoire, on est en train d'appauvrir la Côte d'Ivoire. Je voudrais que tous les peuples qui entendent ce qui se passe vis-à-vis de la Côte d'Ivoire et de l'Agrobusiness interviennent à ce sujet-là pour élever la Côte d'Ivoire. Car vraiment, ça va. L'Agrobusiness par l'intermédiaire de mon épouse. Donc on a commencé à faire des petits investissements, on a eu les retours, et puis là dernièrement on a quand même investi 20 000 €. Donc si on attend notre retour d'investissement, on attend 60 000 €. Donc voilà quoi. Et là, avec la situation actuelle, vous avez espoir ou bien pourquoi vous êtes venu manifester pour ça? Il y a toujours espoir si tout le monde se regroupe, plus il y a de monde, plus il y aura de force. Si on fait ça chacun de notre côté, on ne fera rien du tout. Il faut essayer de choper Ouattara quand il est ici. Voilà. Comment vous appelez? Ouattara? Vous? Patrick Evaker. Vous êtes de Paris? J'habite dans Lorraine. En Lorraine? Je suis venu de Lorraine exprès aujourd'hui. On entend aussi qu'il y a beaucoup de Français qui sont aussi dans l'agrobusiness, c'est ça? Vous en connaissez certains? J'ai ma mère et mon fils qui sont dedans aussi. Merci. Voilà. Ici aujourd'hui 12 mars 2017 pour faire une manifestation pour dénoncer le braquage de l'État ivoirien sur les sociétés d'agrobusiness. Alors, de quoi il s'agit? Depuis plus de 5 ans, l'agrobusiness en Côte d'Ivoire permet de faire des contrats clés en main pour ceux qui ne peuvent pas aller sur les champs pour faire leur plantation. Alors ces contrats sont privés avec les entreprises et il se trouve que nous avons toujours reçu nos retours sur investissement avec ces sociétés. Et nous parlons aujourd'hui de plus de 250 milliards de francs CFA. Et récemment, en décembre, l'État ivoirien a décidé de décréter ce business comme d'abord un blanchiment d'argent et ensuite en disant que ces sociétés font du captage de l'épargne publique et qu'elles ne sont pas accréditées pour le faire. Donc depuis décembre, ces sociétés ont leur compte gelé et les souscripteurs, qui sont plus de 200 000 dans le monde, ne peuvent pas récupérer leur compte. Et à Abidjan, les manifestations sont réprimandées par les forces de l'ordre avec des gaz lacrymogènes. Et ici, nous avons décidé de nous retrouver pour pouvoir dire à Alassane Dramane Ouattara et à son gouvernement de regarder les pauvres familles qui ne peuvent plus assurer leurs revenus à cause du braquage qui est fait sur l'agrobusiness. Elles ont tout investi. Les paysans qui ont aussi investi ne peuvent pas retourner sur leur argent. À cause des politiques de prix pratiquées C'est pas une politique de prix, en fait, c'est un braquage, tout simplement. Ils ont confisqué l'argent qui était sur les comptes et ça s'est passé au même moment où il y a eu une mutinerie en janvier en Côte d'Ivoire, où près de 3500 militaires ont demandé près de 12 millions de francs CFA. À partir de ce moment-là, à partir de ce moment-là, les choses se sont compliquées et toute initiative que nous menons pour retrouver nos retours sur investissement sont réprimandés en Côte d'Ivoire dans la violence. Il y a des dirigeants d'agrobusiness sont enfermés sans procès. Nous sommes des investisseurs et en tant que tels, l'État ivoirien, Alassane Ouattara, qui passe partout
pour dire que la Côte d'Ivoire doit être émergente à l'an 2020, doit nous respecter. Nous sommes des investisseurs, nous venons trimer en France dans le froid et le non-respect de notre race. Nous trimons, nous économisons, nous envoyons de l'argent pour pouvoir avoir un lendemain meilleur demain et on nous braque, on braque notre argent et nous ne sommes pas d'accord. Venez nous retrouver, rassemblons-nous, l'union fait la force. RSI ou RSI. Voilà ce que je tenais à dire. C'est vrai, notre positionnement aujourd'hui est décrié par certains parce que d'autres estiment que nous ne devrions pas nous battre aux côtés des sociétés mais plutôt contre les sociétés. Alors pour répondre à cette question-là, nous disons tout simplement que notre syndicat n'est orienté contre les sociétés d'agrobusiness, le sont contre l'existence même de l'agrobusiness en Côte d'Ivoire. L'agrobusiness en Côte d'Ivoire existera et existera toujours. Mais sous quelle forme? C'est ce qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, l'agrobusiness tel que nous la connaissons est un modèle qui partage la richesse. Est un modèle qui distribue la richesse au commun des mortels que nous sommes. À chacun de vous, ce modèle-là a décidé de partager la richesse à vous et moi, à l'individu lambda. Et c'est ce côté-là qui gêne d'ailleurs nos détracteurs. Donc, ils essayent de faire disparaître l'agrobusiness. Pas l'agrobusiness, mais plutôt cet aspect de l'agrobusiness. C'est-à-dire cet aspect qui consiste à proposer aux individus un investissement avec un retour qui est autour de 200 à 300%. Beaucoup de gens aujourd'hui, quand ils voient ça, ils trouvent cela irréaliste. Mais c'est vrai, ça existe et c'est réel. Mais ce que nous devons comprendre, le secteur de l'agrobusiness, quand je vous dis qu'il existera, j'en suis sûr, il existera toujours. Mais sous quelle forme? Je n'en sais rien. Est-ce que l'agrobusiness existera toujours comme on le voit aujourd'hui, où chaque individu peut mettre 1500 € et espérer 4500 €? Ça, c'est là la vraie question. Nos détracteurs aujourd'hui, quand on analyse la situation, tout le monde ne se rappelle pas de ce que dit M. Bruno Nabagno-Kone, le porte-parole du gouvernement. Il a dit quelque chose qui est très important et qui est passé inaperçu. Bruno Nabagno-Kone a dit, si l'investissement, si le financement était fait par les institutions privées ou par les bailleurs de fonds, il n'y avait aucun problème. C'est ce qu'il a dit. En d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire? Les sociétés qui l'ont compris, sont en train de faire quoi? Elles sont en train de transformer leur système. C'est-à-dire quoi? Maintenant, elles ne vont plus faire appel aux individus. Elles ne vont plus faire appel aux particuliers pour investir. Elles vont faire appel aux institutions financières, elles vont faire appel aux ONG, elles vont faire appel à la BAD, elles vont faire appel aux bailleurs de fonds et elles nous ont ouvert une porte. Elles disent qu'elles feront appel aux coopératives et aux associations. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toute personne qui souhaite adhérer doit se constituer en association ou en coopérative de sorte à pouvoir signer un partenariat avec ces sociétés-là pour investir. C'est dans ce cadre-là que je vous dis que l'agrobusiness existera. L'agrobusiness existera, mais les personnes qui ne seront pas à même d'approcher une association ou une coopérative pour investir, ces personnes-là seront lésées. Et après, ça va poser un autre problème. Mais ce problème-là, on analysera ça après. Parce que dans une association ou une coopérative, comment la richesse est-elle distribuée? Ça, c'est un autre problème. Le mode d'imposition, tout ça, c'est un autre problème qu'il va falloir analyser plus tard. Mais l'agrobusiness existera. Pourquoi je vous explique ça? Je vous explique ça pour vous dire que notre syndicat aujourd'hui est en train de mener une bataille, est en train de mener une lutte actuelle. Mais notre syndicat a l'ambition d'exister au-delà de cette crise-là.
nous avons l'ambition d'exister au-delà de la crise actuelle. Parce que même après cette crise, lorsque l'agrobusiness continuera, elle se fera toujours avec des sociétés. Ce ne sont pas les banques qui iront faire les plantations. Ça, c'est impossible. Les banques ne savent pas comment est-ce qu'on transforme 1500 € en 6000 €. Les banques ne savent pas le faire. Si elles savaient le faire, elles nous l'auraient proposé. Elles nous l'auraient proposé, mais pas avec le même taux. Donc, ce qui est sûr, les dirigeants de sociétés d'agrobusiness continueront. Alors, la petite parenthèse, le plus gros qui est connu aujourd'hui, qui est Monevea, est-ce qu'il continuera en Côte d'Ivoire? Ça, c'est la vraie question, parce que l'affaire a beaucoup d'aspects politiques. Mais nous ne rentrerons pas dans ces détails-là. Mais ce que je vais vous faire comprendre, c'est qu'il y a 27 sociétés, on dit 27, 28 des fois, mais c'est parce que Agronomics, en fait, il y a 27 sociétés. Alors, il y a 27 sociétés, des fois on dit 28. C'est nous qui avons identifié les 27 sociétés dont le gouvernement parle tant. Et on est d'ailleurs dessus au niveau du CIAPSI parce que le gouvernement ne respecte pas notre droit d'auteur. Ils auraient dû quand même dire que c'est le CIAPSI qui leur a donné ces 27 sociétés-là. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Parce que le procureur de la République de Côte d'Ivoire a tout simplement copié la liste des sociétés qui se trouvaient dans notre classement qu'on appelait le baromètre de l'agrobusiness en Côte d'Ivoire, qui est sorti le 29 décembre 2016. On a fait un classement des sociétés et justement c'est un des objectifs de notre syndicat parce que nous avons identifié beaucoup de sociétés qui exercent dans l'agrobusiness en Côte d'Ivoire et nous nous sommes rendus compte qu'il y a une vraie désorganisation, il y a une mauvaise organisation dans ces sociétés-là et le secteur d'activité étant jeune, la plupart des sociétés ont du mal à s'organiser, ont du mal à mettre en place des systèmes performants. Donc nous avons décidé au niveau de notre syndicat d'identifier les sociétés les plus crédibles, les plus fiables à travers ce qu'on appelait un baromètre qui était un classement. Et c'est ce classement qui est sorti et dans ce classement il y avait 27 sociétés, il n'y avait que Monevea, il n'y avait pas Agronomics parce qu'on avait mis Agronomics et Monevea ensemble, donc c'est ce qui faisait 27 sociétés. Et donc le gouvernement, quand on a sorti ce classement-là, le gouvernement, le procureur de la République, M. Adou, qui nous doit ce droit d'auteur, a utilisé notre liste et a fait sa réquisition à gérer les comptes des sociétés. En même temps, j'ai envie de vous dire que nous avons été aussi responsables de ce gel-là, parce que si nous n'avions pas sorti ce classement-là, ils auraient eu du mal à identifier les sociétés. Mais bon, ce n'était pas notre objectif. Mais c'est pour vous dire que le syndicat a pour objectif de mettre de l'ordre dans ce secteur d'activité-là. Ça, c'était un de nos objectifs, classer les sociétés d'agrobusiness de sorte à mieux orienter les investisseurs privés vers les plus crédibles. Et en faisant ça, on met la pression sur les sociétés en leur disant, nous, investisseurs indépendants qui investissons chez vous, avons un pouvoir sur vous, nous sommes capables d'orienter nos camarades investisseurs vers les plus crédibles. Chacune de vous peut être crédible, donc organisez-vous. Et nous leur faisons des propositions d'amélioration, des propositions d'organisation. Ça, c'était ça un de nos objectifs. Et donc cet objectif-là va bien au-delà de la crise que nous vivons actuellement. Et le deuxième objectif que nous avions, c'était justement de soutenir chaque investisseur. Parce que nous nous sommes rendus compte que chacun des investisseurs allait vers les sociétés, chacun investissait et très souvent, il y a quelques personnes qui se retrouvaient avec quelques difficultés et n'avaient pas leur contrat. Ça, c'était le plus simple. La personne a souscrit, elle a payé tout ce qu'il fallait payer, elle a donné tous les documents, mais son contrat mettait 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Et des fois même, il y a des gens dont le RSI est arrivé et qui n'ont pas leur contrat. Donc, on a identifié ces personnes-là. Et donc, le but du syndicat, c'était de se saisir de ces dossiers qui, bien que étant isolés, de se saisir de ces dossiers et approcher les sociétés en leur disant, ben voilà, il y a tel individu qui est seul face à son dossier, qui n'arrive pas à avoir son contrat. Et donc, de par notre capacité à mettre la pression sur les sociétés, ben, on était capable de débloquer ces situations-là. Ça, c'était le cas le plus simple. Mais le cas le plus compliqué, c'était certaines personnes dont les retours sur investissement étaient arrivés à terme et
mais n'avaient pas leur retour sur investissement. Il y a eu un cas dont je ne citerai pas le nom. La personne avait plusieurs contrats et dans tous ces contrats, il a deux contrats qui faisaient à peu près, on va dire 30 000 euros, qui étaient arrivés à terme, qui n'avaient pas été payés. Il était quasiment le seul, son contrat datait de février, il avait le RSI datait de février, et jusqu'au mois de septembre, il n'avait toujours pas été payé. Et donc ce dernier, quand il allait se plaindre, on lui disait tout le temps, mais regarde, pose la question à ceux qui sont autour de toi qui n'a pas été payé. Et effectivement, quand il demandait qui d'autre n'a pas été payé à part moi, ben, tout le monde disait, moi j'ai reçu mon argent. Et ce dernier, un peu, il se sentait tout seul, et mais voilà, c'était un cas isolé, certes, mais il souffrait quand même. C'était 20 millions de francs CFA, c'est quand même beaucoup d'argent. Et donc ce monsieur, nous sommes intervenus, nous avons pris son contrat, et nous avons approché les responsables des sociétés en disant, il y a un oubli, parce que cette personne a tout simplement été oubliée. Mais le problème c'est que quand il s'adressait à la société, les gens lui disaient non, ton virement est passé, ou ton chèque a été émis. Nous sommes montés jusqu'au PDG, et nous avons expliqué la situation. Le PDG a payé son argent, son virement a été fait avec les excuses de la société. Donc il y a ces cas-là, ces cas marginaux, mais qui existent quand même. Et donc, le but du syndicat, c'était justement de faire en sorte que tout individu, tout investisseur ne se retrouve pas seul face à son problème. Ça, c'est un de nos objectifs. Et le troisième objectif que nous avions, qui était un objectif qui était beaucoup plus ambitieux, c'était de mettre en place un fonds de garantie de nos investissements. Alors, quand on parle de fonds de garantie de nos investissements, certaines personnes nous rigolent au nez, nous disons, oui, c'est possible, on peut le mettre en place, parce que les sociétés aujourd'hui d'agrobusiness, elles ont eu ce pouvoir-là parce que nous avons injecté notre argent. Et donc, nous sommes capables, nous-mêmes, en tant qu'investisseurs privés, de mettre en place un fonds de garantie de nos investissements, et nous avons la stratégie pour mettre en place ce fonds de garantie-là. La stratégie, elle est toute simple, mais je ne vais pas la décliner ici, mais notre but, c'était de mettre en place ce fonds de garantie de nos investissements. Et c'était quoi le but de ce fonds de garantie-là? Le but de ce fonds de garantie, ça devait permettre à chaque investisseur, lorsqu'il investissait, à partir de son contrat, il souscrivait à une forme d'assurance. Et quand la date de son RSI était arrivée et que son RSI n'avait pas été payé, le syndicat entrait en action dans un premier temps pour une résolution à l'amiable sur 30 jours. Et si au bout des 30 jours, le RSI n'avait toujours pas été payé, alors le syndicat continue le combat en justice. Mais dès cet instant, le syndicat puise dans le fonds de garantie le capital investi par la personne, son capital lui est donné dans un premier temps, pendant qu'on continue le procès, le combat juridique. Et à l'issue du combat, lorsqu'on a gain de cause, lorsqu'on gagne le procès, alors on restitue à la personne la différence entre son capital et son RSI. Ce qui permettrait à chaque investisseur d'investir dans la sérénité. D'où notre slogan, investir, oui, mais dans la sérénité. Donc, aujourd'hui, on voulait, en tant que syndicat, on veut démystifier l'investissement dans le secteur de l'agrobusiness. Parce qu'on a constaté que la plupart des gens qui investissaient dans l'agrobusiness, ils venaient avec la peur au ventre. Des gens venaient investir, ils se posaient la question, j'en ai entendu parler, ça fait peur, mais certaines personnes disent que ça marche, je veux essayer. C'est cette peur-là que nous voulions éliminer complètement en disant aux gens, venez investir, et avec le syndicat, votre capital investi est garanti. Donc voici les objectifs que nous avions. Et vous voyez très simplement que ces objectifs vont au-delà de la crise actuelle. Mais nous sommes tombés à plein pied dans cette crise-là, ce qui nous amène aujourd'hui à combattre pour l'existence du secteur d'activité. Car nous vous le garantissons, l'agrobusiness existe, a existé bien avant que nous-mêmes nous la découvrions, et elle existera toujours. C'était un secteur d'activité qui était dans les mains des clans, mais il a été popularisé par M. Yapi. Et aujourd'hui, on essaie de noyer ce poisson-là dans l'eau. L'agrobusiness existera toujours. Soit nous nous organisons pour faire en sorte de profiter de ce secteur d'activité, ou soit nous le laissons aux mains d'un clan d'initiés qui vont profiter de ce secteur d'activité. Donc, voici un peu les objectifs que nous avons au niveau de notre syndicat. Donc, nous combattons aujourd'hui, certes, nous combattons auprès
auprès des sociétés, mais notre objectif final, c'est de défendre nos investissements. Et ça, c'est clair et net. Au niveau du syndicat du CFC, nous ne travaillons pas qu'avec une seule société, nous travaillons avec toutes les sociétés d'agrobusiness. Et donc, nous prenons les dossiers de tous les investisseurs de l'agrobusiness. Que la société existe en France ou pas, en tout cas, nous travaillons avec toutes les sociétés d'agrobusiness. Donc, dans le syndicat, nous envisageons continuer cette lutte-là et faire en sorte que les sociétés aujourd'hui se retrouvent dans une situation, se retrouvent dans la capacité de respecter leurs engagements. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, les sociétés sont dans l'incapacité de respecter leurs engagements. Chacun de nous a signé un contrat. Et dans le contrat, il est clairement stipulé qu'il s'agit de mise en place d'une plantation. Mais ces plantations qui seront mises en place, elles doivent être entretenues. Mais aujourd'hui, quand on analyse la situation en Côte d'Ivoire, qui peut me dire quelle société est capable de continuer l'entretien de ces plantations? Ces plantations sont en train de mourir. Le gouvernement essaie de nous faire croire qu'il n'y a pas de plantation. Mais ces plantations qui sont en train de mourir, qui est-ce qui va endosser les dommages et intérêts causés par cette situation-là? Donc, la responsabilité du gouvernement est pleinement engagée dans cette affaire. Le gouvernement fait une fuite en avant, le gouvernement essaie de détourner notre attention. Mais soyons vigilants. Le gouvernement veut nous amener à attaquer les sociétés alors que lui-même, gouvernement, a cautionné cette activité-là. Quelle que soit l'issue de cette activité, quelle que soit l'issue de ce dossier, que ce soit une arnaque ou pas, le gouvernement est en mesure d'être condamné et nous payer, nous investisseurs, des dommages et intérêts. Parce qu'on ne peut pas cautionner que dans un État, une activité qui soit exercée depuis plus de 5 ans, 6 ans, 7 ans, le gouvernement ne se rende pas compte que cette activité-là est illégale, le gouvernement ne se rend pas compte que cette activité-là fait du blanchiment d'argent. Et puis, le gouvernement a cautionné, a fait la publicité de l'activité à travers la chaîne nationale. Et à chaque fois qu'il y avait une sortie de ces sociétés-là, on y voyait aux côtés de ces sociétés des préfets des régions. On y voyait des directeurs d'entreprises étatiques. Le CPC, qui est le centre de promotion de l'investissement en Côte d'Ivoire. Lorsqu'on voit le directeur du centre de promotion de l'investissement en Côte d'Ivoire faire la promotion d'une entreprise, que voulez-vous que nous croyions? Quelle confiance voulez-vous que nous ayons? Nous allons forcément avoir confiance en cette société-là et donc nous allons investir. Lorsque le ministre de Nabanye Kone nous dit, je suis d'ailleurs désolé pour lui, qu'au départ il ne s'agissait que d'une centaine de personnes. C'est la raison pour laquelle le gouvernement ne s'est pas intéressé à cette affaire. C'est scandaleux ces propos. Donc, si on fait le raisonnement, avec 100 personnes qui ont investi, on fait la publicité de ces 100 personnes-là, est-on surpris de voir qu'il y a 1 million de personnes qui se sont fait embarquer par la publicité de ces 100 personnes? Le gouvernement ne pouvait pas-il se rendre compte qu'en faisant la publicité de la réussite de ce secteur d'activité avec seulement 100 personnes, il y aurait eu un appel d'air? Le gouvernement est complètement engagé dans l'affaire. Le gouvernement est à plein pied dans l'affaire. Le gouvernement est complètement engagé et sa responsabilité y est. Pourquoi? J'ai énuméré quelques points, mais il y a eu un partenariat qui a été signé entre la plus grande de ces sociétés, Monevea, et une société italienne. Et ce partenariat a été signé avec la présence du directeur général du Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire et l'ambassadrice de Côte d'Ivoire en Italie. Mais toutes ces autorités ne sont pas en contact avec le gouvernement. Toutes ces autorités ne rendent pas compte au gouvernement. Le gouvernement ne regarde pas la chaîne nationale. Depuis 2015, tous les samedis et dimanches, ces sociétés font des publics reportages en longueur de journée sur la chaîne nationale. Et nous qui voyons ça, sommes heureux parce que nous avons investi dans le secteur le plus sûr en Côte d'Ivoire, tout naturellement. Et le gouvernement se réveille en novembre 2016 pour nous dire qu'ils se sont rendus compte par hasard que ce secteur d'activité n'est pas fiable et que c'est une arnaque. Oui, ok. Si c'est une arnaque, nous investisseurs indépendants disons oui, ok, c'est une arnaque, le gouvernement est complice. Si c'est une escroquerie, le gouvernement est complice. Et comme le gouvernement est
complices. Si les sociétés ne sont pas à même de nous payer nos retours sur investissement, le gouvernement a l'argent. Le trésor public ivoirien est assez riche, il peut nous le payer. Donc, ne nous trompons pas de combat, soyons patients, nous combattons, nous savons où nous allons. Si les sociétés ne sont pas capables de nous payer, nous ferons condamner l'État ivoirien qui nous payeront. Voici le sens de la lutte, voici la stratégie du CIAPSI. Certains veulent qu'on poursuive les sociétés d'agrobusiness au jour d'aujourd'hui. Nous, au CIAPSI, le bureau exécutif national du CIAPSI, dit que ce n'est pas notre stratégie, ce n'est pas notre analyse de la situation. Nous ne poursuivons pas les sociétés aujourd'hui. Nous avons des contrats avec ces sociétés-là et ces sociétés nous expliquent clairement être capables de respecter leurs engagements, mais seulement au vu de la situation actuelle, elles ne peuvent pas le faire. Oui, nous en sommes conscients et nous sommes d'accord avec ces sociétés parce qu'un directeur de société contre lequel il y a un mandat d'arrêt, un directeur de société dont on va casser les bureaux pour récupérer les ordinateurs, des employés qu'on menace aussi des plantations, comment voulez-vous qu'ils respectent leurs engagements contre les sociétés d'agrobusiness? Si vous voulez qu'on mène un procès contre les sociétés d'agrobusiness, nous pouvons le faire. Mais le juge, qu'il soit français, italien, allemand, américain, c'est un humain et il est capable d'analyser le dossier dans son ensemble. Le juge français n'analysera pas le dossier uniquement à partir des contrats que nous avons signés en France. Il va regarder tout ce qui se passe, aussi bien en France qu'en Côte d'Ivoire. Voici la vraie réalité. Et ceux qui veulent engager un procès peuvent le faire. Donc voici un peu les explications que je voulais vous donner. Si vous avez d'autres questions, on peut apporter des réponses à ces questions-là. Nous nous excusons d'avance. C'est parce qu'ils voient des milliards. Mais c'est très facile. C'est très facile ça. Donc, quand vous avez bloqué, nous on dit qu'on n'a pas besoin de vous. Nous on dit à l'État que comment ils nous protègent. Et donc, l'agrobusiness, on sait que l'agrobusiness vous gêne. Les sociétés disent qu'il n'y a pas de problème, donc il faut les savoir. Donc nous, on va payer les gens. Vous dites non, donc il libère l'argent des gens, il libère les, comment on appelle ça, les dirigeants des sociétés agro, et même ils vont venir honorer leur contrat. On n'a pas besoin de l'État pour le moment. Honneur, gouvernement, honneur, l'État, honneur, gouvernement, honneur, l'État, honneur, gouvernement, honneur, l'État, honneur. Non au braquage. Non au braquage. Non au braquage. Non au vol. Non au braquage de la population. Non au vol de la population. Libérer notre argent. On n'a pas besoin de l'État ivoirien pour nous protéger. On n'a pas besoin de vous. On n'a pas besoin de vous. Non aux protections forcées. Personne vous a appelé. Vous voulez nous protéger. Non aux protections forcées. On n'a pas besoin de vous. Protection forcée, on n'a pas besoin de vous. On ne vous a pas demandé de venir nous protéger. On ne vous a pas demandé de venir nous protéger. C'est parce qu'il y a des milliards qui veulent nous protéger. Le jour où il nous remplit des milliards, ils n'ont rien à foutre de nous. Non au vol de la population. Non au vol de la population ivoirienne. L'État braqueur. L'État voleur. C'est trop flagrant. C'est du braquage, c'est du jamais vu. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Tout d'un coup, il y a des milliards, il y a beaucoup de milliards quelque part. Vous venez vous bloquer, soi-disant vous protéger, vous nous protégez. On n'a pas besoin de votre protection. Libérez notre argent. Libérez notre argent. Libérez notre argent. Libérez notre argent. Non, c'est pas l'argent de l'État, c'est notre argent. Libérez 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 notre argent. Ce n'est pas l'argent de l'État. Ce n'est pas l'argent de l'État. C'est pas dans la caisse de l'État cet argent est sorti. On n'a pas besoin
cet argent-là dans la caisse de l'État. Réveillez-vous. Comme ça, à 10 heures, on se retrouve devant le Grand Palais. Devant le Grand Palais. C'est dans les environs. Comment? Devant le Grand Palais. Allô? RSI! 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 Désolez la côte! 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 RSI! RSI! Ouattara qui soit comment, on va aller le dénoncer. On